mots, ça aussi c'est la prévention. Prévenir. Et je pense que si sur une base, on commençait par faire de la prévention dans ce sens-là, ça irait mieux. Le faire prendre conscience, par exemple, c'est aussi une prévention d'écouter sa voix. Parce que la majorité des gens n'écoutent pas leur voix. Ils n'écoutent pas parler. Et donc là je pense que au jour d'aujourd'hui, c'est une urgence. C'est une urgence préventive, non seulement pour les personnes qui souffrent de troubles du langage, mais également pour les autres. Moi, je suis effaré quand je vois des adolescents, même qui ne sont pas bègues, les entends parler, je dis mais c'est inimaginable, ils sont incompréhensibles. Alors, essentiellement, ils sont incompréhensibles, mais maintenant, ils commencent à parler à demi-mot. Ils parlent comme s'ils envoyaient des SMS. C'est pas... Alors, après, vous en avez qui veulent dire oui, mais plus tard, je vais être avocat. Je dis, attends, la parole, ça se travaille. Ça se travaille, c'est exactement comme une personne qui fait l'école de journalisme ou un conférencier. Il est bien obligé, à un moment, de prendre des cours ou de prendre sur lui-même. Parce que la parole, c'est une mécanique. Rien. Au jour d'aujourd'hui, en fait, n'importe dans la vie d'une personne ou autre, tout est mécanique. Et donc, si on ne met pas cette mécanique, ça rejoint ce qu'a dit monsieur, il y a une désynchronisation globale. Mais pour être en parfait accord avec soi-même, c'est pas facile non plus. Merci. Y a-t-il des questions déjà? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Chapitre pour terminer. Oui. Ok, merci. Non, ça c'est des très bonnes interventions. Alors, j'ai encore deux petites questions. Déjà, d'accord, n'oublions pas que c'est quand même une journée mondiale. Donc, la journée que vous avez organisée est une journée mondiale contre le... Une journée mondiale contre oui. Voilà. Elle est mondiale. Ça, ça va. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est très bien, vous avez bien fait parce que, en fait, vous avez placé cette journée, et comme c'est qu'a dit votre collègue qui est à côté, l'ordinateur, et la journée est quand même placée sous le patronage de l'Institut, comment vous appelez les nouveaux instituts? C'est l'Institut neurologique de l'enfance, c'est ça? Comment vous l'appelez? L'Institut du cerveau. Ah, l'Institut du cerveau. Ah oui, alors disons, la journée est placée. Disons que l'autre projet, c'est l'Institut du cerveau de l'enfant. Oui, voilà, c'est tout. Disons que c'est un projet, c'est d'un de mes amis professeurs, le professeur Philippe Éloire. Ah oui, disons. C'est une excellente idée, ça. C'est une excellente idée de travailler en collaboration avec M. Christian. C'est une excellente idée. Oui. Alors, et ce que je voulais dire, disons, en deux mots, c'est que quand on est en train de définir les mots en termes de bégaiement, parce que vous avez dit que quand vous avez envoyé les dossiers au ministère, en fait, il y a eu des retours. Parce qu'ils vous ont dit qu'il fallait mettre les mots tout le langage. Ils ont raison. Ils ont raison, M. Christian. C'est parce que si nous devons utiliser les mêmes langages partout, donc nous sommes obligés d'avoir des consensus sur la définition des mots que nous tous nous puissions nous comprendre. Mais votre expérience, disons, c'est très bien. Donc, l'étape que vous êtes en train de faire, c'est excellent. Donc, vous êtes en train de raisonner à partir de votre expérience, c'est une bonne chose. Mais quand même, nous avons un langage universel. Et c'est comme ça qu'on vous a fait les retours en vous disant, non, il fallait mettre le mot tout le langage. Voilà. Ben oui, mais bon, disons, il est certain qu'à l'époque,
Au niveau institutionnel, je ne connaissais pas grand-chose. Alors donc, moi je pensais que le mot bégaiement, ça existait dans leur littérature. Mais c'est vrai qu'avec du recul, c'est vrai que trouble du langage, ça correspond mieux. Mais si on va par là, moi, disons, j'essaye de trouver des solutions sur le bégaiement, non pas sur les autres troubles du langage. Les autres troubles du langage, ça peut être la dyslexie, ça peut être autre chose. Mais mais disons, c'est une expérience comme une autre. Et ça m'a fait comprendre bien des choses. Ça m'a fait comprendre après pourquoi que la Cotorelle ne voulait pas s'occuper des personnes bègues et autres, c'est ça. C'est que les seules personnes qui sont exclues, où le bégaiement fait très mal, c'est les personnes qui souffrent de bégaiement. On va rire d'une personne bègue, on ne va pas rire d'une personne qui est en fauteuil roulant. La seule personne dont on va rire, c'est un bègue. Voilà. Donc, allons savoir pourquoi. Parce qu'il y a un manque d'information, un manque de prévention. Et lorsque l'on veut aller beaucoup plus loin pour donner des informations de la prévention sur le bégaiement, comme je fais avec le groupe Suez ou avec la mairie de Paris et autres, qui eux sont peut-être plus intelligents que les autres, lorsqu'on veut aller plus loin, donner plus d'informations, dire les choses, là ils commencent à dire stop, le bégaiement c'est pas important. Nous, on préfère s'occuper des tétraplégiques, on préfère ou du cancer ou autre. Mais je dis mais il y a tellement de personnes qui s'occupent du cancer, il y a plein d'associations sur le cancer, on sait pas quoi. C'est pas pour jeter la pierre, il faut bien s'en occuper. Mais je dis pour nos bègues, vous nous accordez même pas un seul instant. Et encore une chose qui m'est arrivée au ministère de la Santé, pour sans citer la marque de téléphonie mobile, que je connais très bien, pour ne pas citer, c'est avec moi qu'ils avaient ouvert pour les personnes qui souffrent des bégaiements, et c'était une fumisterie, c'était un forfait qui s'appelait mot à mot, qui avait été conçu pour les personnes qui souffrent des bégaiements, où ça comprenait 35 SMS par mois gratuits, plus une heure de communication gratuite. Donc il fallait souscrire un forfait, et ce forfait, ça revenait presque aussi cher qu'on n'en avait pas. Bon. Donc un jour, je leur ai dit, parce qu'il m'avait dit, il faudrait qu'on travaille ensemble. Et un jour, j'aurais fait une offre en disant, on peut faire ensemble des campagnes de sensibilisation. Et là, la personne chargée du handicap m'a dit, tu sais Christian, on ne peut pas supporter toute la misère du monde. Voilà. Très bien, merci. Nous allons passer à la deuxième étape. Alors, le bégaiement à l'école, conflit et exclusion sociale, c'est un grand sujet. Le handicap, c'est vraiment un handicap, c'est pas un handicap physique, mais c'est un handicap moral, beaucoup. La tolérance à l'école. Les enseignants sont-ils suffisamment formés à l'accueil des enfants bègues? Nous allons commencer par le bégaiement à l'école, avec des expériences, avec ma propre expérience, bien évidemment, et des expériences de beaucoup de stagiaires que nous avons reçus en stage. Moi, je suis complètement effaré. C'est lorsque je vois des adolescents qui arrivent en stage et qui disent « Mon prof se moque de mon bégaiement en classe. Comment voulez-vous qu'après, à l'extérieur, il soit bien traité par ses petits camarades ?» Ça, c'est une chose qui me révolte vraiment. Vous avez aussi des cas que j'ai reçus qui n'osaient même plus aller en classe. On prend un cas, un adolescent qui habitait dans le 18e arrondissement, qui à chaque fois se présentait à l'école. Dans la cour de récréation, il se faisait frapper parce qu'il était bègue. Donc, je pense qu'il manque vraiment une formation, disons des sensibilisations pour expliquer à tous ces gens-là dans l'enseignement, puisque par exemple, moi au secours, ils ont donné ce qu'on appelle le tiers-temps. Le tiers-temps, c'est un temps,
supplémentaire. Mais si on accepte le tiers-temps en tant que bègue, ça veut dire qu'on accepte d'être bègue. Et donc moi je suis contre. Mais par contre, laisser le temps faciliter l'élève, par exemple, à s'exprimer, le laisser s'exprimer, oui. Combien de professeurs disent en classe, attends, ça va prendre trop de temps, tu me laisses ton écrit sur le bureau. Ça c'est aussi de l'incivisme. C'est des conflits et c'est de l'exclusion. C'est de l'exclusion. Il y a aussi des exclusions entre camarades. Ça, il arrive souvent qu'ils font des fêtes ensemble, mais seulement ils s'arrangent à dire cette fête sera là tel jour, mais lorsque l'enfant ou l'adolescent n'est pas là. Donc ça on le ressent, mais c'est aussi de l'exclusion. Il y a de l'exclusion dans tous les sens. On va jamais, des professeurs vont jamais donner une initiative à un enfant, à un adolescent. C'est très rare. Et pourquoi? Par manque d'information. Là on peut dire que c'est des conflits et c'est des exclusions en permanence. Là je pense que justement, là, ce que tu étais en train d'expliquer, moi, ça m'a amené une réflexion par rapport à ta méthode et par rapport au monde de l'enseignement. Parce que le témoignage, c'est ce qui est le plus important quand on assiste à tes ateliers. On n'oublie jamais. Ça a beaucoup d'impact. On porte au témoignage. Et est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, tu dois être sur le terrain, toi, des lieux d'enseignement? Parce qu'il y a un foutisme, on peut parler de tous les problèmes, il y a un abandon général, il y a un abandon de la langue, il y a un abandon de plein de choses parce que le corps enseignant, il est à la rue. Donc, est-ce que toi, à un moment donné, tu ne dois pas aller porter le témoignage? Très bonne question. Tu fais un stage devant des jeunes élèves qui ne bégaient pas, et par rapport à leurs copains qui bégaient. Et très moi, bonne question. Ton impact, il est gagné, je trouve. Alors, je t'explique et je vous explique la chose suivante. Il y a quelques années en arrière, j'avais fait un projet où j'étais au ministère de l'Éducation nationale, où je leur avais demandé, j'étais prêt bénévolement à me déplacer dans toute la France, dans les établissements scolaires, pour faire de la prévention sur le bégaiement, expliquer comment se comporter avec un enfant ou un adolescent bègue et tout ça. Et j'aurais dit, je me déplace bénévolement, gratuitement, il n'y a pas de... Je ne demandais rien, je disais, je veux seulement aider. Mon projet a été zappé. Pourquoi il a été zappé? Il y a des associations qui sont derrière sur le bégaiement qui ont zappé mon projet, parce qu'à partir du moment où je développais ce projet dans la France, où j'expliquais ce qu'est le bégaiement, bien évidemment, ça n'arrangeait pas leur commerce. Voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si, excusez-moi. Non, justement, je t'écoutais. Moi, je pensais à Jean-Luc Delarue. Tu vois, alors je te donne un conseil. Prends de la drogue, fais-toi choper. T'es connu, et au moins là, tu as le droit de faire une tournée dans toutes les villes de France avec ta caravane pour dire que c'est pas bien de se droguer. Ouais. Mais sauf que toi, tu vas détourner le truc, tu vas dire voilà le bégaiement. Parce qu'à un moment donné, on a une société où il y a de la triche en permanence, il y a les nantis, puis les autres. Le bégaiement, on va attendre quoi? Qu'il y ait le fils de Sarkozy qui bégaye pour que le ministre de la Santé... Non mais on est vraiment que là-dedans, quoi. La société ne marche comme ça. Toi, tu es quelqu'un de valeur, il va falloir qu'on réfléchisse à des hold-up, là. Alors là, regarde Raoul, c'est exactement ce que je dis à mes stagiaires. Le deuxième jour du stage, lorsqu'on finit, je leur dis, maintenant on va passer aux exercices concrets. Parce qu'à côté de la salle de stage, il y a une banque. Je dis, pour savoir si la méthode a marché, tu vas à la banque, tu rentres, tu leur dis, bonjour, la caisse s'il vous plaît. Si tu n'arrives pas à parler, tu te dis, merci beaucoup, au revoir.
Déjà, c'est un excellent exercice, tu vois. Tu vois qu'on n'est pas loin de... On n'est pas loin de t'en dénoncer, tu vois. Non, mais c'est vrai que moi, je trouve ça un peu dommage d'être zappé en plus par des gens qui font pas vraiment de bien. Je dis pas, je répète, je ne suis pas le meilleur, je n'ai pas la science infuse. Mais lorsque je vois des adolescents comme le petit Steven que l'on a vu dans l'émission TF1, Link la vie d'en face, qui a fait le tour du monde avec ses parents pour soulager son bégaiement, qui en dernier était tombé sur des soi-disant grands spécialistes du bégaiement à Paris, qui n'arrivaient pas à le soulager, qui lui ont donné des médicaments, et qui en 10 jours, il a pris 12 kilos, il perdait ses cheveux, des sangs permanents. Je reçois des adolescents comme ça en stage, je me dis, ces gens-là, pourquoi qu'on ne leur retire pas leur agrément? C'est pas possible de jouer avec la santé d'un enfant ou d'un adolescent sous prétexte qu'on n'arrive pas à lui traiter le bégaiement. Non, c'est pas... Ça c'est vraiment de l'incivilité. Alors, je préférais qu'ils leur disent directement, ils leur disent, voilà, tu as ici le revolver, prends-le et tire. Non, voilà, quoi, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Ok, vous avez raison, monsieur Christian, vous avez raison. Alors, et la petite question que je vais vous poser, et vous pouvez le dire, monsieur Christian, et l'enfant, comment vous faites la différence entre l'enfant et l'adolescent? L'enfant, c'est quel âge, monsieur Christian? Enfant? Oui, l'enfant, c'est quel âge? Les enfants, on les prend en stage à partir de l'âge de 7 ans. Donc 7 ans, donc il y a l'enfant 7 ans. Et puis, l'adolescence, c'est quel âge? Alors, on reçoit énormément d'adolescents, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voilà. C'est excellent. Alors, le monsieur à côté, il a bien répondu, il nous a bien répondu. C'est que, en fait, monsieur Christian, et vous voyez les gens de la salle. Dans la salle, nous avons des médecins qui sont là. Il y a des docteurs qui sont là, il y a des anthropologues. Tout ça, ils apprennent ça. Et ils savent le faire, tout ça. Mais seulement avec vous, ce qui fait la différence, c'est que votre expérience, même si eux, ils savent bien faire, eh bien, votre expérience, ils viennent ici, c'est simplement parce que votre expérience ne peut pas remplacer tout ce qu'ils ont appris à l'université. Ah ben, c'est ce que je répète. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Ben, donc, ne vous limitez pas à tout ce que vous dites, les orthophonistes, les psychologues, tous ces gens-là, c'est très bien. Votre expérience, c'est unique. C'est comme ça qu'ils sont là, en fait. Mais disons, d'après ces gens-là, ou je suis un gourou, ou je suis un marabout, ou alors voilà. Mais alors, combien de fois je me suis fait reprendre par les présidents de ces assistants-là en me disant, Monsieur Boisard, vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas médecin, donc vous n'avez rien à faire avec les personnes qui souffrent de bégaiement parce que vous n'y connaissez rien. Alors, je dis, alors si moi je ne connais pas ce que c'est que le bégaiement, pendant plus de 40 ans, je n'arrivais pas à prononcer une seule syllabe, je l'ai vécu, bien évidemment, je ne me cache pas derrière un diplôme. J'ai seulement essayé de réfléchir et d'essayer de voyager à la tête un petit peu, à l'intérieur de moi, pour essayer de le comprendre. Mais je l'ai vécu jour et nuit, je l'ai combattu quand même. C'est une expérience comme une autre. Vous avez votre question? Monsieur? Vous n'avez pas juste partagé avec les autres organismes qui se disent pour l'amélioration du bégaiement, ils n'ont pas été curieux de partager vos connaissances? Ils n'ont pas voulu. Alors, je vous explique, avec ça, on va faire très bref. Normalement, le 17 octobre, vous avez une toute petite radio qui s'appelle Radio Notre-Dame, qui est à Paris. La journaliste très très sympa. En plus, l'émission s'appelait La Voix est libre. Vous voyez, c'était pour la journée mondiale de bégaiement. Et donc, ils avaient d'abord contacté 2 orthophonistes d'une association, sans le dire, qui s'appelle l'APB, l'Association pour le bégaiement, qui n'ont pas voulu se retrouver en face de moi à une émission de radio. Ils refusent de se retrouver en face de moi. Mais moi je leur ai tout de même dit, mon grand but, c'est un jour nous retrouver devant eux
sur un plateau de télévision. Ils n'ont qu'à se déplacer. Mais seulement, ils refusent de faire des dialogues avec moi. Ils refusent, ils rejettent. Je ne comprends pas pourquoi. Puisqu'ils me critiquent, moi, je ne les critique pas. Au contraire, je me dis, mais venez en face de moi. Au moins, on aura un dialogue très important. On pourra peut-être changer des choses. Mais ils refusent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de diplôme. Je ne me cache pas derrière un petit bout de papier. C'est dommage. Mais c'est vrai que j'ai fait la démarche. Hein. J'ai fait la démarche. Ah non, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas la hauteur, je ne suis pas médecin, et donc ces mesdames ne veulent pas se salir avec une personne comme moi. Elles ont fait du haut études. Bien. D'autres questions? Handicap, tolérance à l'école. Bon, on vient de le dire. Les enseignants sont suffisamment formés à l'accueil des enfants bègues. Alors, aucun enseignant, malheureusement, n'est formé à l'accompagnement des enfants bègues. Moi, où je remercie vraiment le groupe Suez ou la mairie de Paris et autres qui me font faire des sensibilisations sur le bégaiement, c'est que si tous les enseignants, tous les établissements d'enseignement scolaire faisaient pareil, qu'est-ce que ça serait super? Parce que là, c'est vraiment de la prévention, c'est vraiment expliquer. Moi, c'est mon plaisir de donner. C'est même pas une question, disons, d'argent. C'est une question il faut vraiment le faire. Comme j'ai dit préalablement, je suis prêt à me déplacer bénévolement. Je fais le tour de la France.